je me suis vraiment demandé, mais est-ce que j'ai un problème parce que j'arrive pas à jouir ? Est-ce que c'est ma faute vraiment est-ce que physiquement j'ai un problème ? Parce que du coup, il y a cette incapacité de ressentir du plaisir, alors que l'autre n'est pas capable non plus de faire la chose. Mais comme c'est mon corps, c'est ma faute. Mais qui a dit ça ? Mais c'est quoi ça ? C'est la chose étrange, Mais qui a dit ça ? Mais c'est quoi ça ? C'est la chose étrange. Hello tout le monde, nous voilà encore réunis pour un nouvel épisode de La Chose Étrange. On va encore parler d'intimité, de rapport au corps et ce soir plus spécifiquement on ira même jusqu'à parler de masturbation. J'ai encore des formidables personnes autour de moi et je commence par ma co-anime, Anissa. Je sais pas si on doit encore la présenter mais je vais quand même le faire au cas où. Tu vois, s'il y a des gens qui nous écoutent. Toujours plus. Moi, Attention, j'espère que t'as bien fait tes devoirs. Hein. Ah, bah, je vais te faire un truc et puis tu me diras Allez, si c'est toi ou pas du tout. C'est pas moi du tout, c'est pas moi, je me casse. Écoute, moi, je t'ai découverte avec le MeToo Animation que t'as lancé il y a quelques années. Combien de temps ? Il y a 2 ans à peu près, en mars 2022. Voilà, parce que tu as été aussi animatrice et tu as lancé ce MeToo Animation pour dénoncer les violences qui pouvaient être faites aux enfants au sein des colonies. Des colos surtout. C'est ça. Donc je t'ai connue comme ça et tu es assez engagée justement sur la prévention des violences faites aux enfants. Ouais, très. Plutôt politisée de plus en plus. Ouais, évidemment, ça va avec, hein, forcément. Si on veut faire bouger les lignes, davantage en tout cas. Et du coup, assez engagée sur les sujets d'éducation sexuelle, qui est une façon, évidemment, de prévenir les violences. Et puis, de rentrer aussi dans le sujet de façon positive, d'apprendre à connaître son corps, de mieux se connaître soi-même. C'est ça, ouais. Ouais, c'est des sujets que, du coup, j'ai abordés déjà, en fait, sur les réseaux. Je pense que pour me présenter, j'ajouterais juste que oui, du coup, de base, je fais des vidéos sur les réseaux depuis 2 ans maintenant. Et du coup, je me suis servi en fait de cette communauté que j'avais sur les réseaux pour éduquer, faire de la prévention sur des sujets qui, moi, me tenaient à cœur, dont l'éducation à la vie affective et sexuelle, dont on va parler aujourd'hui. Et plein d'autres sujets en fait qui sont importants pour moi et effectivement je m'en suis servi pour lancer le hashtag MeTooAnimation pour dénoncer les violences sexuelles sur enfants dans les colonies de vacances où je suis directrice et animatrice de colo. Donc ouais, trop hâte. Donc merci beaucoup d'être là et de co-animer cet épisode avec moi. Et je vais laisser chacun et chacune autour de la table se présenter. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un tour de table rapide, un prénom, âge, pronom, si vous avez envie de le spécifier. Et j'ai envie de vous poser une petite question pour vous lancer. C'est que vous puissiez répondre, du coup, chacun à votre tour, à quelle est la partie de votre corps que vous connaissez le mieux ? Faut voir leur tête, là. Le mieux, lequel, je sais pas. Si vous avez envie de dire le moins bien, vous pouvez twister. Qui se lance ? Le premier ou la première, c'est toujours la galère. Vous pouvez toujours vous présenter d'abord. Ouais. Ça laisse le temps de réfléchir à la question. On peut faire juste un petit tour de table des prénoms déjà. Je vais commencer du coup. Moi, je m'appelle Alia, j'ai 19 ans, je suis en école de communication et je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup. Et je pense la partie que je connais le mieux, je dirais... Je sais pas. Je connais rien. J'en sais rien. Bonjour, moi je m'appelle Paul, j'ai 20 ans, je suis en école d'ingénieur. Merci de m'inviter aussi. C'est très intéressant. Je dirais que la partie de mon corps que je connais le mieux, ce serait mon bras droit, de manière très aléatoire, mais on va dire que c'est ça. Ok. Ouais. Bonjour, moi c'est Lola, je suis en études de sociologie en 3e année et je réfléchis encore pour la partie de mon corps que je connais le mieux. Voilà, je laisse les autres répondre. Alors bonjour, du coup moi c'est Lino, j'ai 20 ans et je suis aussi en licence de sociologie. Je pense que la partie de mon corps que je connais le mieux, c'est mon visage. C'est ce que je vois le plus, je pense, de mon corps en vérité. Ok. Ouais, c'est marrant parce que, en fait, rien que le fait de ne pas savoir répondre aussi, c'est déjà une réponse, donc c'est cool aussi. Toi, t'es allé sur le truc que tu vois le plus. Il y en a qui peuvent être allés explorer d'autres choses. Moi, je sais que
La question, c'était aussi de se dire un peu quel est le rapport qu'on entretient avec notre corps, déjà, à la base. Moi, je sais que j'ai mis du temps. Je pense que j'étais un peu dans un espèce de rapport de force avec mon corps. Enfin, je l'utilisais vraiment comme un outil qui me permettait de performer, de faire des trucs, d'agir, d'être dans l'action. Même dans le sport, j'avais un peu ce rapport-là. J'étais dans la performance plus que dans le plaisir. Et vous, est-ce que vous avez l'impression, ça c'est pareil, le rapport au corps le rapport que vous avez avec votre corps, est-ce que vous avez l'impression qu'il a pu évoluer aussi avec le temps? Qu'est-ce que vous entretenez un peu de... Normalement, il est censé évoluer, enfin, je l'espère. Puis c'est l'âge aussi, en vrai. Bah ouais, grave. L'âge, ça veut rien dire. On passe par tous les âges et on passe par toutes les... Il y a des phases. Toutes les phases et toutes les idées qu'on peut avoir, préconçues, déconstruites. Moi, je dirais que mon rapport de corps, pareil, il a évolué vraiment avec l'âge. Après, je suis pas très vieille non plus, donc je pense qu'il va continuer à évoluer. J'ai toujours eu un rapport très de remerciement. De merci de m'emmener là où je peux aller, merci de me permettre de faire toutes ces choses merveilleuses, de voyager, de parler, de communiquer, de rencontrer énormément de gens. Et j'ai jamais eu... j'ai des complexes comme je pense n'importe qui utilise les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Même sans réseaux sociaux, je pense. Ouais. Malheureusement. Mais il y a toujours eu une partie de moi, je crois, une force qui me disait de remercier ce corps qui me permettait de faire toutes ces belles choses au quotidien. Putain, c'est beau. Hyper intéressant, ouais. Je m'attendais à tout sauf à cette réponse-là. T'es déjà dans la gratitude de ton corps. Et ça, je trouve ça chambé parce que apprentissage, j'ai l'impression que c'est l'apprentissage d'une vie, moi, ça. J'aimerais bien dire la même chose que toi, mais je pense que mon rapport au corps est totalement différent. Je pense que les parties que je connais le mieux, c'est celles que j'ai plus regardées et que du coup, j'ai le plus critiquées et que j'ai énormément de complexes. Et à chaque fois qu'on me demande... c'est quoi la partie que tu préfères chez toi ? Je n'arrive pas à répondre, en fait, parce que je trouverais toujours quelque chose à redire sur n'importe quelle partie de mon corps. Et je trouverais toujours quelque chose qui ne va pas. Que ce soit mes yeux, mes joues, même le front, mes cheveux, tout. Et du coup, je n'ai pas du tout le même rapport que toi. Et je trouve ça trop cool que tu aies ça par rapport à ton corps. Après, je pense qu'il y a un état aussi de... comme je l'ai fait beaucoup subir dans le passé, j'arrive à un stade où en fait j'en ai marre de me punir moi-même et donc je dis stop et donc j'accepte. Voilà, tout simplement. C'est trop bien. D'un côté, je pense que je vais rebondir par rapport à ce que tu avais dit sur remercier le corps. Je pense que j'ai à peu près un rapport similaire dans le sens où dans ma famille il y a eu beaucoup de problèmes de santé et du coup j'ai été un peu une sorte d'épargné par rapport à ça. Et ça a été quelque chose de très bénéfique pour moi parce que du coup, j'ai pu faire du sport comme je voulais, sortir au moment que je veux pour faire ce que je veux un peu. Donc, c'est plus un remerciement par rapport à la chance que j'ai eue, on va dire, de ne pas avoir des difficultés plus que ce que j'ai actuellement, quoi. Ouais. Mais super intéressant. Et ce que tu disais aussi, quand tu disais c'est trop difficile pour moi de répondre à la partie du corps que je préfère chez moi parce que j'ai tendance à plutôt faire la liste de tout ce que j'aime pas. Puis ça change tout le temps aussi. Ouais, en plus, c'est assez classique. C'est très juste ce que tu dis en fait. C'est ce que j'ai déjà le plus regardé, le plus scruté. Et ce que je scrute le plus, c'est ce que j'aime le moins. Et renverser ce truc-là, c'est une vraie galère. C'est difficile. Ouais. Et ce truc de gratitude, déjà d'être un peu dans le truc de la fonctionnalité, moi je sais que c'est une fille avec qui j'en avais discuté qui m'avait dit, franchement, genre par exemple les pieds, ça nous transporte d'un endroit A à un endroit B. Ouais, et c'est un truc de ouf quoi. Déjà rien que ça, c'est génial en fait. Et tu te dis, ouais. Après je pense que c'est des choses dont tu te rends pas tellement compte, en fait, dans le sens où tu l'as pas encore perdu. Ouais. Donc forcément, évidemment qu'on va pas se rendre compte que c'est dingue d'avoir des pieds qui nous permettent de se déplacer puisqu'on les a toujours eus et que dans notre imaginaire, ils seront toujours là. Et c'est tellement pas la réalité, on sait pas de quoi est fait demain, tu vois. Et enfin, je rebondis sur ça parce que du coup, Alia, c'est ça. Ouais, t'expliquais du coup que t'étais dans ce remerciement, en tout cas cette gratitude envers ton corps, et je pense que moi je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis finalement, parce que c'est vrai que j'avais pas, alors c'est pas tellement envers mon corps
dans une idée physique, enfin une image, l'image que j'en ai, les jugements que je vais porter dessus, mais surtout plutôt sur le fait que mon corps me permette d'être en vie. C'est surtout ça, et c'est passé justement par une phase de très négative finalement. Alors j'ai pas du tout détesté mon corps, mais par contre trigger warning, où du coup j'avais pas forcément envie d'être en vie, j'avais pas forcément envie d'être là parce que je fais une grosse dépression et pour utiliser le terme, j'avais envie de mourir, tu vois. Et en fait, c'est quand t'as passé ce truc de rendre compte en fait que la vie elle tient qu'à ça, et que tout peut changer du jour au lendemain, et qu'en fait une fois que ça va mieux, tu te rends compte à quel point t'as de la chance d'être là, à quel point j'ai de la chance d'avoir survécu à tout ça et d'avoir trouvé le courage de rester, de supporter et d'aller mieux. Et maintenant que ça va bien mieux, je me dis mais merci quoi, merci à mon corps d'avoir supporté, merci à mon mental, merci à ma tête, merci à tout ce qui a fait chaque jour de me dire non, vas-y reste, tu vois. Ouais. Ce que tu disais aussi, je lui ai fait du mal, donc maintenant... Exactement. Moi, je suis partie, pareil, un peu trigger warning, je suis passée par de l'anorexie, où du coup, ma santé mentale s'est répercutée sur mon mal-être physique, et pas l'inverse. Vraiment, j'ai fait subir à mon corps via le mal-être autour de moi qui se passait. Et du coup, à partir du moment où je me suis dit qu'il fallait que ça s'arrête, ce problème d'anorexie est passé à quelque chose d'autre, et donc a disparu, et j'ai réussi par la suite à aimer mon corps et à comprendre l'importance qu'il avait dans ma vie et tout ce qu'il pouvait me permettre de faire. Ouais. Moi j'en reviens plus sur ce que tu disais au tout départ sur le corps, la fonction, j'ai plutôt pensé à la fonction outil du corps, celle qu'on m'a plutôt toujours enseigné, où j'ai toujours vu le corps comme un outil pour justement pour se déplacer, pour faire tout ce qu'on a toujours l'habitude de faire. Et le remerciement, je donnerais plus envers l'éducation qui pour moi donne très vite une première idée du corps et très vite un objectif. Et j'ai souvent eu tendance à voir le corps, que ce soit mon corps ou le corps des autres, comme souvent l'accomplissement ou alors l'échec, mais plutôt l'accomplissement dans un sens positif de la rigueur ou du travail ou de l'investissement qu'on a pu mettre là-dedans. Et donc il vient plus d'un remerciement d'une rigueur et d'un sérieux mental, et donc l'impact du mental sur le corps et comment en réalité on voit la personnalité intrinsèque, enfin pas intrinsèque, mais l'esprit d'une personne à travers son corps. Ouais, donc là, pour le coup, il y a une notion de mental, le lien entre le mental et le corps, et tu reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la performance, et tu as plus ce rapport-là de la performance. Moi, je l'ai eu très longtemps, ça, ce truc de ne pas prendre vraiment soin du corps, ou en tout cas la façon de prendre soin du corps, c'était aussi de la perf, tu vois, c'est le sport, et puis c'est un certain sport, on va dans le cardio, on va sécher parce qu'il faut maigrir ou machin, tu vois, ce truc. Je me reconnais absolument pas. Je t'écoute, mais... okay, je m'identifie pas du tout. Mais c'est pas grave. Mais du coup, est-ce que vous avez l'impression est-ce qu'il y a des étapes qui vous ont et c'est ok, tu vois, d'être dans la performance, mais qui vous ont permis d'aller dans un peu plus de sensorialité avec votre corps? Ouais, un peu plus de douceur aussi. Toi, il y a peut-être justement les épreuves que tu as traversées. Ouais, mais après, est-ce qu'on rentre direct dans le sujet de la masturbation? Ah bah vas-y, c'est toi qui y vas. Mais ouais, ça en fait complètement partie, de voir le pouvoir de où est-ce que ça pouvait m'emmener et où est-ce que mon corps... mais autant que voir un beau paysage, voyager, autant que... Elle est en train de nous comparer son orgasme à un paysage, c'est très, 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 très fort. Non, mais en général, quoi, les choses qui te permettent d'éprouver des sensations avec ton corps, c'est magique, quoi. Que ce soit un orgasme, sentir ton cœur battre parce que t'as des énormes basses en soirée, c'est tout ce genre de choses. Pour moi, en tout cas. Ouais, de faire résonner ton corps avec l'environnement qui est autour de toi fait partie des trucs très sensoriels. Je suis d'accord. La musique, notamment, à fond. Ouais. J'avoue que c'est vraiment une bonne comparaison avec la musique. C'est vraiment quelque chose, je pense. C'est mon second rapport avec mon corps où j'ai vraiment pu apprendre à sentir quelque chose, en fait. Dans le sens où j'ai fait des festivals, des concerts, tout ça, qui m'ont permis de ressentir de la musique, quelque chose qui me passionne parce que même moi j'en fais, au travers de mon corps notamment. Mais sinon, je pense que premièrement, ce qui m'a fait
prendre conscience des sensations de mon corps, c'était le sport avant tout. Où, j'ai commencé assez jeune le sport et inévitablement, du coup, il y a ce rapport avec les courbatures, comment bien s'entraîner, ne pas se faire mal, comment s'améliorer, connaître un peu même l'anatomie, vu que c'est un peu comme ça aussi qu'on s'améliore, en connaissant quel muscle fait défaut, par exemple pour un certain mouvement ou un autre, et comment je peux améliorer ça, quoi. Donc à la fois, oui, mon premier rapport était quand même un rapport performant, vu qu'il était par rapport au sport, mais sans être non plus dans une sorte de compétitivité, vu que c'était de la performance par rapport à ce que j'avais envie d'atteindre, sans que ça soit non plus un idéal, quoi. Et surtout que ce truc de sensorialité, c'est marrant parce que quand on est tout petit, quand on est enfant, on l'a à fond en fait. On ne fait que par le sensoriel. On est tout le temps en train de, tu vois, tout fait, sentir, lécher, manger, et on le perd en fait. Alors, je sais pas, enfin si, c'est dû à l'éducation beaucoup. Non, et puis c'est peut-être pas mal en même temps qu'on arrête de lécher tout ce qu'on trouve, mais. Mais du coup, voilà, évidemment, on va parler de masturbation et il y a ce truc de, je pense que tout bébé, il y a des trucs très, enfant très naturels dans la sensorialité qu'on perd, et je pense que ce premier rapport au désir qu'on peut avoir, ces montées de désir, ces premières montées de désir. Oui, et qui ne sont pas forcément sexuelles. Enfin, tu vois ce exactement. Que je veux dire. C'est pour l'instant, ça reste de la sensualité. Non, et c'est de la découverte et juste de qu'est-ce que mon corps peut ressentir en fait. Tout ce que, c'est comme ce que tu disais, Alia, totalement, qu'il n'y a pas forcément une idée. Enfin, quand on est petit, je pense que, après, c'est pas une généralité, hein, parce qu'on a tous grandi différemment, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grande partie des personnes qui vont avoir ces mêmes retours sur le fait d'avoir cherché à se découvrir et trouver que en touchant tel endroit, en caressant tel endroit, etc., ça nous faisait du bien, mais on savait pas ce que c'était, ça n'avait pas forcément un rapport sexuel, c'était juste une sensation, parmi tant d'autres, comme la sensation quand on a froid, comme la sensation... Je sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, vous, en étant petit. Enfin, moi, je sais que j'ai des souvenirs déjà très tôt, que je vais pas évoquer. Après vous. Voilà, en fait, ce qui est étonnant, c'est que je pense que ça m'est arrivé parce que ça a l'air d'être quand même plutôt une généralité, on va dire, mais pour autant, j'ai pas spécialement de souvenirs par rapport à ça. Je suis d'accord avec ça. Dans le fait, évidemment, quand j'étais enfant, je pense que j'ai touché certaines parties de mon corps, mais sans pour autant rechercher quelle partie me ferait plus plaisir que l'autre, ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Ça m'est probablement arrivé en étant très jeune, et sans que ça m'ait marqué suffisamment pour que je m'en souvienne. Ok, même pas par surprise ou quoi, parce que moi j'ai des images en tête, des retours que j'ai pu avoir, et c'est vrai, des fois tu cherches pas forcément quand t'es petit à trouver quelque chose qui va te faire du bien. Non, à 8 ans, t'es pas là en mode alors qu'est-ce qui pourrait me faire du bien là? Pas du tout, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Mais moi en tout cas, si je peux donner un exemple et peut-être que ça vous rappellera des choses que vous avez pu entendre ou quoi. Et moi je sais que j'ai le souvenir, alors j'ai absolument pas le souvenir de moi à je sais pas, 7 ans peut-être, ouais, entre 6 et 8 ans, qui cherche à ressentir des sensations physiques, etc. Et par contre, je me sens très bien de ce truc, tu vois, d'avoir ton doudou, ton coussin auquel tu te frottais. Mais par hasard, j'ai pas le souvenir de la première fois où c'est arrivé, mais j'ai le souvenir de me frotter à mon coussin sur mes parties génitales, du coup, me faisait du bien. Mais alors, vu que pour nous, lorsqu'on avait 6-7 ans, encore aujourd'hui, c'est différent parce qu'il y a toute cette libération de la parole autour des violences sexuelles, donc on peut faire le lien entre les parties génitales et le rapport à la sexualité, aux violences, etc. Mais en tout cas, moi, ma génération, vraiment, déjà, on n'utilisait même pas les termes de vagin, etc. Enfin, c'était ton zizi, ta zézette, c'est pour faire pipi et ça s'arrête là, quoi. Donc moi, j'avais même pas l'idée que me frotter à mon coussin avait un truc de sexuel. Je pense que j'ai dû le faire une fois, j'en ai pas le souvenir, et quand ça arrivait, ça me faisait du bien, et du coup, je le refaisais comme ça me faisait du bien de manger une glace, quoi. Enfin, vraiment, c'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est les premiers souvenirs que moi j'ai de ce qui peut s'apparenter à de la masturbation, même si c'est pas de la masturbation, quoi. Moi, j'ai eu un peu le même rapport, pas par rapport au coussin, mais je crois que c'était les jets dans les piscines. Ah ouais. On a toutes vécu ça. T'inquiète pas. Et où... Enfin, tu vas à la piscine, tu te chilles dans l'eau et... Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, exactement. Et c'est... en même temps, c'est pas...
t'arrives pas non plus à un truc de fou malade, mais tu sens qu'il y a un truc. Mais il y a de la sensation, en tout cas. Ça te titille un peu, quoi. Et du coup, c'est ces souvenirs un peu d'enfance, tu t'en rends pas compte, personne te le dit. J'ai eu un peu le même rapport, sauf que mes parents m'avaient acheté le guide du zizi sexuel de Titeuf. Je pense, oui, voilà. Il a été réédité, d'ailleurs. Je pense qu'on a tous eu. Et à part ce livre-là et la piscine, qu'on regardait avec beaucoup de honte, d'ailleurs. Une page par an. J'ai jamais été vraiment très informée au sein de ma famille, donc c'est vraiment ça s'est découvert avec le temps, quoi. Ouais, des comportements naturels, finalement. Exactement. Après, justement, tu viens de dire ce mot-là naturel, et c'est vrai que c'est plutôt ce que ça m'a évoqué quand tu parlais des parents. Je pense que c'est pas forcément néfaste que si jeune, le sujet soit absolument pas abordé et qu'on arrive à des découvertes aussi primitives ou complètement aléatoires de ces premières sensations-là qui sont justement même presque pas encore sexuelles parce qu'elles n'est pas conscientes. Ouais, c'est pas sexuel, c'est pas sexuel, c'est corporel, c'est vraiment corporel. Hein. Carrément. Mais justement, moi, ce qui est étrange, c'est que j'ai pas ce souvenir-là de cette première approche par rapport au juste les sensations positives, on va dire, que ça faisait la proto-masturbation, on va dire. Parce que j'aime bien mots, quoi. Alors, qu'est-ce que la proto-masturbation? Parce que ceux qui nous écoutent. Mais non, mais je sais pas la masturbation avant qu'on appelle ça comme ça, on va dire. Parce que même. Même, je crois que la première fois que j'ai pu me masturber, j'avais même pas ressenti grand-chose, on va dire. Du coup, j'ai pas spécialement le souvenir d'avoir vécu cette découverte du corps comme ça, quoi. Mais parfois, en fait, on comprend qu'on fait un truc avec les retours extérieurs, potentiellement, quand on est petit, justement. Parce que après, il y a un moment où on comprend l'intimité et du coup, on le fait tranquille. Mais petit, il y a plein de petites filles ou de petits garçons qui vont faire ça à table ou en train de bouquiner pendant l'histoire du soir, tu vois. Et donc, c'est la réaction des adultes qui peut provoquer un truc de « Ah, je fais un truc chelou » Bah oui, vu que toi, il n'y a pas de rapport... forcément, il n'y a pas de rapport sexuel. Donc, aller te caresser pendant que ta mère, elle te raconte son histoire. C'est doudou, quoi. Ouais, c'est comme si ça faisait... Ouais, c'est ça fait du bien de te toucher l'épaule. Non, ça, c'est clair. Mais il m'est arrivé une anecdote dans l'animation, justement. On regardait des très, très petits. Et donc, on était en colo. Pareil, histoire du soir, on se pose dans la chambre. T'as 6 filles, toutes dans leur lit. Elles avaient quel âge? Je crois qu'il y en avait qui avaient 5 ans. 5 ans, ok. Ouais. Et donc, tu vois des petites couettes qui bougent. Donc, voilà. Donc, j'ai rien dit. J'ai terminé l'histoire et je suis ressortie. Bonne nuit. Faut vérifier ça avec vos parents plus tard. C'est pas mon rôle. C'est hyper fascinant. Ça me fascine de toute façon dès que ça touche forcément au petit loulou et tout. Mais c'est vrai, non, c'est carrément un truc que tu peux retrouver même chez les garçons. Et ouais, c'est vraiment le genre d'histoire. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ou alors, je l'ai pas remarqué. Mais après, je passe plus avec les ados qu'avec les tout petits. Mais c'est totalement un truc qui peut carrément arriver en colo, évidemment. Je trouve ça hyper intéressant comme les retours sont différents, comme t'en as qui ont voulu reproduire dès le lendemain. Hyper curieux en mode qu'est-ce que c'est que ça? J'y retourne et je vais rester plus longtemps. Encore. Mais ouais, non, en vrai, c'est grave intéressant. Et ce truc du jet d'eau, mais je ne sais pas combien de meufs ont le même discours, quoi. Hallucinant. Moi aussi, c'était ça. Moi, je savais pas du tout ce qu'était la masturbation. Enfin, on n'en parlait pas. Il y avait rien du tout là-dessus. C'était pas du tout dans une piscine ou quoi. Mais je me souviens, en fait, c'est juste d'être allée me doucher. Et je devais avoir, franchement, je sais pas, peut-être 14 ans. En tout cas, c'était au collège. Et je me douchais et c'est vraiment sans faire exprès, quoi. Où tu vois, genre, je tournais le jet d'eau et en fait, c'est passé sur le truc très fort là qu'on connaît toutes. On va pas faire comment. Voilà. Il n'y a pas de tabou là aujourd'hui. Et du coup, sur le jet, genre, hyper fort. Et je me lavais en fait. Et je me lavais les parties intimes. Et vu que le jet était hyper fort. Ouais, voilà. Ça n'a pas été un jet tranquille de piscine. Genre, vraiment, c'était très fort. Genre, comme si, en fait, tu connais pas la masturbation et d'un coup, on te donne un vibro, quoi. Et d'un coup, j'ai fait, mais la réaction de, pas de, mais juste, qu'est-ce qui se passe, en fait, là? Parce que, du coup, ça m'a stimulé, mais d'un coup, c'était hyper violent. Ça peut faire mal, d'ailleurs. Et ouais, non, bah là, en l'occurrence, visiblement pas. J'ai l'impression que t'en parles de façon un peu émue. Voilà.
les souvenirs d'antan. Ouais, vraiment, j'ai la larme à l'œil. Mais ouais, j'étais en mode, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai pas cherché à continuer sur le moment parce que j'étais juste hyper choquée. J'ai fini de me laver, j'étais en mode, mais what the fuck, genre. Et après, genre, ouais, je pense que ça a dû prendre plusieurs semaines avant que je me dise, enfin, que j'y repense et je me dis, putain, mais c'est quoi? Et que j'essaye de comprendre, tu vois. Ouais, il y a ce truc de conscientisation. Vous avez l'impression, à quel âge vous avez commencé à entendre déjà parler de ce mot de masturbation? Encore, est-ce que c'était ce mot-là? Probablement pas. Tu vois, à quel moment, à quel âge vous pensez que vous avez commencé à parler avec vos potes? Si oui, comment? Moi, le seul souvenir que j'ai, c'est au collège. Et c'était le mot branlé des garçons. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. Le retour, il va être différent entre filles et garçons. Et entre filles, je sais qu'on n'en parlait pas. On parlait de plein d'autres sujets ou de relations sexuelles entre garçons et filles, mais jamais de masturbation féminine. Et je dirais que c'est peut-être troisième ou seconde où on a vraiment parlé de masturbation féminine, quoi. Moi, j'ai un peu ça va. Oui, ça va. Mais... Moi, j'ai un peu le même rapport collège. Enfin, j'ai fait ma première fois au collège. Et je ne m'étais jamais touchée avant. Donc, j'avais vraiment ce truc de... Je traînais beaucoup avec des groupes de garçons. Et donc, j'avais vraiment ce truc de... tous mes potes garçons en parlaient très librement. Moi, je n'avais rien testé. La première fois que je suis tombée sur un porno, c'était en essayant de regarder en streaming Game of Thrones. Ça m'a traumatisée. Oh mon Dieu, moi aussi. Non mais réel. Oh, c'est dingue. Ouais. Et ça m'a traumatisée. J'ai plus jamais ouvert une page de porno avant d'avoir 16 ou 17 ans. Et j'ai découvert, du coup, j'ai fait ma première fois. Je suis restée avec ce garçon pendant des petits mois. Et j'ai découvert justement à la fin de la relation vraiment qu'était la masturbation. Et c'est la première fois que j'ai joui. Sans du coup avoir un rapport avec quelqu'un d'autre. Vraiment juste moi. Et ce truc de connaître son corps avant d'essayer d'autres choses, je l'ai vraiment compris à ce moment-là. Ok, hyper intéressant. Et vous, les gars, du coup, à quel âge? Moi, je pense que c'était assez jeune. C'est vrai que sur ce truc-là de. Ah bah, tu vois, finalement. J'ai pas compris. Tu vois, tout à l'heure, on disait que ça venait naturellement assez jeune, etc. Non, la discussion. Enfin, en fait, c'est plus une. Ah, c'est la discussion qui est venue, assez jeune. Les mots vulgaires, le branlé, la branlette, quoi. Vraiment, ouais, c'est ça. Des mots assez trash qu'on comprend pas forcément tout de suite et qui n'ont pas forcément de réalité pour nous personnellement directement. Mais ouais, dès la 5e, même 6e, je pense, ça connaissait déjà ce vocabulaire-là. Et ça donne directement une image. On sait absolument pas ce que c'est, mais on a déjà des mots dessus et des mots desquels qu'on peut même pas évoquer avec les adultes. Parce qu'on comprend assez vite que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir dire papa, c'est quoi la branlette? Parce que ça serait vulgaire ou malvenu ou pas adapté. Mais il y a un rapport de saleté, je trouve, dans ce genre de mots pour expliquer quelque chose de merveilleux. Oh, c'est cute ce que tu Et du coup, donc toi, c'est ce que tu dis, t'as été confronté au mot ou c'est dérivé avant même d'avoir testé, en fait. Sans comprendre réellement, je pense que je m'étais déjà masturbé avant, mais je pense qu'il y a une énorme différence, et ça je reprends ce que tu disais, entre la branlette dont ils évoquaient et ce que moi j'avais connu, notamment par l'énorme différence qui est pour moi l'existence, la présence ou non du porno dans ce questionnement-là. Je pense qu'il y a une énorme différence à faire quand on parle de cette question-là avec ou sans porno. Et voilà, je pense que vraiment ce mot-là et ce porno-là qu'ils évoquaient assez jeunes, moi, il m'évoquait rien et que j'ai compris plus tard à quoi ça. En fait, c'était peut-être pas la même chose, mais que vous parliez. Toi, tu parlais de masturbation et du coup sans porno, sans toute cette image un peu sale finalement que Et au final, c'était la même chose, mais bon, pas de la même manière. L'imagination. Ouais. Ouais, vas-y, Lino, t'allais dire quelque chose. Moi, ce qui est un peu étonnant, c'est que ce rapport aux discussions-là, je pense, c'était en primaire, la première fois que j'en ai entendu parler, par exemple en CM1. Et Par exemple en CM1, hyper précis, par exemple le 31 décembre en CM1. Je crois, ou CM1, CM2, je sais pas, à la fin de la primaire. Mais du flou. Et Grave. Il veut pas qu'on le retrouve. Et en fait, c'était on avait, enfin, moi j'en parlais pas, mais mes camarades
certains camarades avaient compris que c'était une sorte d'outil de domination du patriarcat dans le sens Putain, où... CM1 En CM1 Non, mais pas avec ces mots-là. Pas avec ces mots-là. Je les vois trop à la Non. pause briller en mode. Pas du Les gars, tout. j'ai un outil. Non, mais dans le sens où, en fait, avec les films ou les jeux vidéo ou, je sais pas, les dessins animés ou quoi que ce soit, c'était des garçons qui avaient compris que, en fait, il y avait une sorte de domination des hommes sur les femmes dans le rapport Oui. sexuel. Dans le sens où, en fait, ils disaient des mots vulgaires pour décrire quelque chose qu'ils connaissaient pas et que Ouais, eux-mêmes, en fait, c'est vrai. savaient pas décrire Mm. sans les mots vulgaires. Ils connaissaient ça que à travers la violence et la domination des mots vulgaires qu'ils utilisaient, en fait. Et t'as un exemple précis, genre de truc que t'as pu entendre quand tu dis mes camarades et tout? Je crois que sinon c'était des gens qui jouaient à GTA, je crois, et qui parlaient de comment ils avaient fait des roulés-boulés dans la voiture avec une Ok. prostituée, Ok. mais avec des mots Dans qui la étaient mais avec des mots qui étaient violents justement, surprenamment. Et sinon, le premier rapport à la masturbation en tant que telle, c'était plus tard justement. C'est ça aussi qui est surprenant, c'est qu'on parlait de ça sans parler de masturbation. Et ça arrivait la même chose en 5e ou en 6e, où là, c'était un peu plus obsessionnel chez les garçons qui en parlaient, où il y avait déjà ce rapport à la performance, justement, on y C'est retourne. dingue. Et là aussi, à la saleté, mais en fait, comme si c'était le moyen d'exprimer quelque chose qu'ils avaient vu aussi, justement, dans les films, les jeux vidéo et tout, de quelque chose qui doit pas être fait ou quelque chose qui est sale, mais qui font quand même pour transgresser les normes un peu. Genre, ça se verbalisait comment dans les mots? C'était la même chose, branler. En fait, ouais, tous les mots vulgaires qu'on peut utiliser pour parler de sexe, branler, elle s'est bien fait baiser ou je sais pas quoi, par des gamins qui ont même pas conscience de ce ce qu'ils dont racontent. ils parlent, ouais, c'est ça. Mais qui, je pense, c'est une façon d'exprimer aussi des dominations qu'ils voient, en fait. Ouais, je comprends, je suis complètement d'accord. Mais ce qui est hyper intéressant, je trouve aussi dans ce que vous dites, c'est évidemment la différence entre le retour des filles et le retour des garçons vis-à-vis de ça. Et quand on parle de saleté, y a ce truc où, évidemment, ça paraît comme quelque chose de sale, la manière dont on en parle, etc., que ce soit pour les garçons ou pour les filles, mais ça va s'exprimer différemment, et je parle pour les filles, parce que je parle pour moi aussi et de mon vécu, mais c'est vrai que moi, je trouve que ça s'exprime d'une autre manière, dans le sens où nous, on sait que c'est sale, mais on va du coup pas en parler. On va avoir honte, on va pas du tout... Enfin, c'est comme tu disais, on parlait de plein de sujets. Lola, tu disais, on parlait de sexualité, de relations, d'amoureux, etc., de première fois pour celle qu'il avait fait au collège, etc. Mais on parlait absolument pas de masturbation. Enfin, moi, je sais que j'ai dû attendre je m'en souviendrai, mais toute ma vie, et j'espère qu'elle écoutera ce podcast, parce que qu'est-ce qu'on a ri ce jour-là. J'étais au lycée, j'avais 16 ans. C'était première ou terminale, et ça faisait... Ouais, c'était en terminale, parce que ça faisait 1 an à peu près, je crois, que j'avais vraiment découvert la masturbation, et que je me masturbais souvent, et que ça me faisait du bien, même pendant mes règles, enfin, vraiment tout ça, mais j'en parlais à personne, parce que c'était gênant, et je savais que c'était gênant, et que personne n'en parlait. On n'en parlait pas, et puis un jour, je me souviendrai, oh là, mais toute ma vie, on t'est posé avec une pote à moi, et en fait, j'en avais parlé à ma meilleure amie. Et un jour, j'en ai parlé à ma meilleure amie, et elle a réagi tellement bizarrement. Elle a réagi en mode, non, mais moi jamais. Moi jamais. Alors, moi jamais. Ah ok, M'entraîne pas dans tes délires. Toi peut-être, mais moi jamais. Et moi j'étais Gêné. non, franchement j'étais en mode MDR, ok, bon, je te crois pas, mais ok. Genre vraiment, j'étais vraiment dans ce truc de, je te crois pas, mais si tu veux, enfin, je dis, tu sais, faut pas avoir honte, or que j'étais pas du tout, enfin, j'ai pas eu du tout d'éducation vis-à-vis de ça ou quoi, mais j'étais vraiment en mode, je sens qu'elle ment. Mais c'est pas grave. Et puis après, j'ai une discussion. Ouais, voilà. Là, je suis sûre que c'est sûr. Mais Et là, vous aviez pas ce ressenti de. Attends, de je honte finis juste Ah ouais, ça, tu vois, pardon, excuse-moi. non, t'inquiète. On a eu genre une discussion, genre, peut-être 1 semaine après, parce que du coup, moi, c'était resté dans ma tête. Et puis, j'en parle avec une autre amie à nous, on était que toutes les deux. Et je lui dis, ouais, je vais te parler d'un truc. Et tu vois, on avait 16 ans, quoi. Et je lui dis, est-ce que tu t'es. Parce qu'on savait ce que c'était quand même au lycée, la masturbation. Et je lui dis, est-ce que tu t'es déjà masturbée? Et elle me regarde comme ça, elle me dit, oh, Tous les jours. Et là, elle me dit ouais. Et là, je la regarde, elle me dit et toi? Je dis ouais, moi aussi. Et on explose de rire parce que c'était la première fois qu'elle le disait à quelqu'un. Moi, c'était la première fois que je le disais à quelqu'un. Et du coup, c'était la première fois
on pouvait, tu sais, parler de tous nos doutes, de toutes les questions qu'on avait, mais pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait... c'est dingue ce truc. Et je me sens, on s'est regardé, on s'est dit, mais tu te rends compte comment ça fait du bien? Et c'est dingue. Et c'était Personne vraiment nous a prévenu. Ouais, il y avait ce truc de putain, mais pourquoi personne nous l'a dit, quoi, tu vois? Et c'était hyper intéressant. Et c'est-à-dire, j'ai senti que ça nous avait enlevé un poids des épaules à toutes les deux. Mais par contre, on n'a pas parlé à d'autres gens, tu vois. C'était que elle et moi. C'est ça, donc il y a un truc un peu tabou chez les meufs. Tabou. Et en tout cas, Lino, de ce que tu disais, plus dans la performance, il n'y a pas de rapport à la. Enfin, vous n'avez pas eu l'impression qu'il y avait un truc de honte par rapport à. Si. Ouais. Si, moi je trouve justement, je rejoins. Enfin, je pense que plus jeune, le sujet est très vite évoqué pour les garçons. Et par contre, qu'en vieillissant, on a peut-être moins ce truc-là de communion avec, de partage d'une expérience propre avec une autre qu'on peut trouver chez les, que t'évoques pour les femmes. Il y a une certaine honte, justement, plutôt. Enfin, moi, je sais que parmi mes amis, et même j'en ai écouté certains discuter, il n'y avait pas de discussion justement très précise là-dessus et pas de partage sur, ne serait-ce que de sensations ou de quoi que ce soit. C'était justement presque honteux, pas honteux, mais un vrai tabou, malgré le fait qu'on en ait parlé avec un vocabulaire absolument abject pendant 5 ans. Le mot arrivé, la seconde première sur des situations qui sont peut-être plus concrètes et plus expérimentées. Il y a impossibilité de dialoguer là-dessus et justement de rigoler sur ça. Impossible de rigoler avec un ami d'un sujet aussi grave, aussi presque, enfin pas solennel, mais grave. Et du coup, il y avait un peu cette notion, il y avait pas, enfin, t'en parlais pas avec tes potes parce que vous parliez pas de plaisir en fait, vous parliez juste de, je me branle et voilà quoi. Et du coup, il y avait pas cet échange de qu'est-ce que t'as ressenti réellement en fait, j'ai l'impression. Et ça rejoint avec ce que tu disais Lino, avec tu te branles pour dominer, pour être fier de, enfin, je sais pas trop comment expliquer, je sais pas si vous. Non, si, c'est hyper. En mode. Juste, tu t'emploies le mot, t'es fier de dire que tu te masturbes et que tu te branles, mais que derrière, il n'y a pas d'échange de qu'est-ce que t'as ressenti, est-ce que c'était bien, comment tu fais toi, etc. Comme si c'était naturel pour les garçons, alors que les filles, une fois qu'on découvre ça, on a plus des échanges de ok, donc tu le fais pour une raison, et cette raison-là, c'est pour le plaisir. Alors qu'il n'y a pas cette notion de plaisir chez les hommes. Et puis surtout, chez les filles, il y a une. Moi, je sais, Tu vas avoir la parole. Oui, pardon. T'inquiète pas, c'est un truc qui va. J'ai eu des. Après coup, j'ai eu des conversations avec mes amis de vraiment d'échanges de conseils. Il y a des comptes Instagram du coup qui en parlent, comme Jouissance Club. Ouais. Et donc nous, on allait concrètement voir comment faire, se donner des tips, de masturbation et aussi concrètement comment le faire avec quelqu'un d'autre. Et on a appris, avec mon groupe de potes, on est devenu une communauté de meufs qui se masturbent et d'être là en mode ok, donc toi t'as table ronde de masturbation. Exactement. C'était les samedis soirs au bar. Voilà. Du coup, pardon, je te laisse la parole. Non, pardon, tu t'es évoqué j'ai dû oublier. Tu parlais déjà l'aspect de domination. Je vois pas trop comment tu fais le lien entre la domination et le fait de pas pouvoir avoir de plaisir. Et tu parlais de fierté de se masturber. Moi, je pense, alors c'est peut-être une contre-expérience, tu me diras si c'est le cas au Paulino, mais justement, il y avait aucune fierté de masturbation. Ok. Aucune fierté de ça. Et plutôt une honte. Peut-être plus au collège, la fierté. Moi, j'ai l'impression de l'avoir vu au collège, de la part des garçons, tu vois. Au collège, on a plein qui disent ouais, moi aussi, je me branle. Il parlait de branlette à tout va, alors que la plupart, on n'avait jamais expérimenté. Et par contre, au lycée, moi, tous mes potes mecs parlaient pas du tout de masturbation. Point, à la limite. C'est vraiment ça, c'est quand tu rentres dans la problématique réelle, dans le vrai. C'est ça que je disais. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Au moment où vraiment, c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression qu'au collège, on ment beaucoup. Il y a ce truc de fierté, de dire, d'apparence, je me suis branlée, ou voilà, comme les filles, on avait ce truc de dire, moi, je l'ai jamais dit, mais ce truc de oui, moi aussi, j'ai fait ma première fois, alors que c'était faux. Et puis au moment du lycée, début fac, au moment où finalement ça arrive vraiment, la personne en parle. Tu vois, comme là au lycée, potentiellement tu commences à avoir tes premières expériences avec la masturbation et finalement on n'en parle plus, alors que pendant tout le collège on a fait que cracher sur ce truc-là. Pas de fierté. Je te regarde parce que tu sais peut-être mieux quoi. Non, moi j'ai pas spécialement. Je vais un peu répéter ce qu'a dit Paul, c'est qu'il y avait pas du tout de fierté au lycée. Mais au collège, justement, c'était beaucoup ça. Et le truc qui est assez surprenant, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'on a enlevé la saleté, justement, de la masturbation au moment du lycée. Et après qu'on ait enlevé cette saleté, on savait pas de quoi parler. Comme si, en fait, on parlait de la masturbation et de la... masturbation.
on parlait de la masturbation pour sa saleté, pour son rapport presque social, justement, mais on n'arrivait pas à parler de nous, ce que ça nous faisait, quoi. Notre rapport individuel à la masturbation. Ça, on l'apprend beaucoup plus tard avec le lycée, quoi. Enfin, après le lycée. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Après, sur le truc de tabou, ça vient de quelque part, en fait. La masturbation a été tabou pendant des années. Franchement, ça l'est quand même encore. C'est peut-être un des trucs qui est encore tabou, un peu moins parce que maintenant, exactement, on commence à libérer. Grâce à certaines et certains. Mais quand même, pour anecdote, c'était quand même considéré comme une maladie jusque-là, dans les années 70. Et je suis bien malade. Hein. Et pendant hyper longtemps, parce que se masturber, c'était prendre du plaisir seul, donc faire de la sexualité pour autre chose que la procréation. Donc c'était pas ok du tout, en fait. La sexualité, c'est pour procréer, c'est pour avoir des enfants, c'est pas du tout pour se donner du plaisir. Il y a eu pendant vachement d'années, donc la masturbation, c'est du pur plaisir, donc mais je trouve que... Je trouve qu'il y a encore ce rapport-là qui peut s'opérer. Enfin, je sais que j'ai eu des conversations avec des amis et puis même moi dans ma vie, j'ai expérimenté des moments où il y avait ce rapport de l'homme a plus de possibilités de finir, d'expérimenter le plaisir et nous on doit un peu se restreindre par rapport aux choses, soit par non-connaissance de notre corps, ce qui est beaucoup plus tabou et donc on a du mal à libérer la parole et avoir des réelles discussions par rapport à ça avec son partenaire, soit vraiment par rapport au fait que c'est comme ça que ça se passe, ça a toujours été comme ça, c'est des rapports hétéronormés et donc on change pas cette perception-là de la chose enfin moi j'ai eu l'impression que du coup, je me suis vraiment demandé, mais est-ce que j'ai un problème parce que j'arrive pas à jouir ? Est-ce que c'est ma faute vraiment est-ce que physiquement j'ai un problème ? Parce que du coup, il y a cette incapacité de ressentir du plaisir, alors que l'autre n'est pas capable non plus de faire la chose. Mais comme c'est mon corps, c'est ma faute. Ouais, en couple, tu veux dire, dans une relation avec un partenaire ou une partenaire, de ne pas réussir à jouir. Ouais. Ça aussi, j'ai l'impression qu'on est toutes passées par ça. Enfin, non, ça va, Dieu merci, j'ai pas expérimenté les hommes, je suis allée directement. Non, j'ai pas eu ce souci-là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a pratiquement toutes le même. Une grande méconnaissance de notre corps. Et du coup, une fois que tu as compris ce qui te faisait plaisir, c'est plus facile de communiquer avec ton ou ta partenaire. Donc, à l'évidence, et bon, ça c'est très très vrai pour les filles. Pour les garçons, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, la masturbation vous aide après à communiquer avec un ou une partenaire ? Juste pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, j'ai l'impression qu'on nous a enseigné, alors je sais pas trop par quel média, mais que c'était super dur de faire jouer une femme et que c'était c'était très difficile. C'était très difficile, mais fonctionnellement très difficile. Pourquoi on nous l'enseigne et pourquoi devrait-on l'enseigner alors que c'est pas forcément vrai, on peut pas dire ça de manière évidente. C'est les frustrés qui disent ça. Il y a beaucoup de frustrés quand même. Avec un peu de dialogue avec une fille qui se connaît bien, je pense que vous devriez vous en sortir. Mais donc du coup la honte, je pense qu'elle est très classique, j'allais dire, chez tout le monde. Je pense qu'on est tous passés par une phase de honte. Moi, je sais que pendant un temps, je me masturbais. Effectivement, j'ai commencé avec un oreiller plus jeune. Se dire, tiens, c'est intéressant. Comprendre qu'en fait, c'était pas OK. Je pense que j'ai eu un retour de me dire, non, pas OK. Donc, j'ai arrêté. Et ça rejoint, puis tu sais, j'ai repris après, en fait. Ça, je sais qu'on voulait en parler, la notion du porno. Enfin, tu vois, la place du porno dans tout ça. Parce que moi, quand tu me parles de honte, c'est vrai que moi, j'avais pas du tout honte de me masturber. Mais alors, par contre, quand j'ai commencé à me masturber avec du porno, fallait voir la honte qu'il y avait dans mon corps. C'est-à-dire que je me souviens... Partager Ouais, tu vois, ça m'étonne pas. J'aime bien ton point de vue, vu que justement, t'es un homme. Ouais, non, mais il y a quand même des sujets sur lesquels on se retrouve, tu vois, genre parce qu'on a tous grandi de la même manière, et heureusement. Mais ouais, c'est vrai que je me souviens, tu vois, les premières fois où déjà j'étais tombée par hasard sur du porno. Sympa de tomber par hasard sur du porno quand t'es pas prêt. Genre sur du Elle m'a volé mon anecdote. Non mais tu vois, c'est fou. Enfin, je me baladais vraiment sur Twitter et il y a les pires choses au monde sur Twitter. Et je tombais sur du porno et j'étais en mode oh mon Dieu. Et c'était pas si trash que ça, donc ça va, mais c'était quand même juste des gens qui étaient en train d'avoir des relations sexuelles. J'étais en mode ça. Et j'avais 16 ans et j'avais déjà commencé la masturbation, etc. Et du coup, je me suis retrouvée face à du porno et du coup, ça a grave éveillé ma curiosité.
parce que forcément ça m'avait excité, enfin ça avait fait c'est que ça fait un effet mécanique, enfin vous allez exactement me raconter, ouais. mais... Et puis du coup j'étais en mode trop bizarre et c'est comme ça que ça a commencé et tout ça pour dire que du coup les premières fois il y avait énormément de honte parce que c'est le porno, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose... enfin voilà tout ce bien qu'on nous apprend voilà. Et du coup c'est vrai que les premières fois où non, pendant un temps au début où je me masturbais avec du porno, il y a ce truc de je prenais tout mon plaisir pendant l'acte, etc., mais à la minute, mais vraiment à la minute, où j'avais joui, à la minute, je précise bien vraiment à la seconde. On claque leur des vite. Ouais. Et d'un coup, j'étais hyper gênée et je voulais faire comme si ça n'avait jamais existé, je n'avais jamais utilisé cette chose-là pour jouer. Tu vois, c'est ouf. Ouais. Alors que maintenant, j'en ai absolument rien à faire. Paul t'a dit partager, je sens que tu hoches, genre. Il a jeté l'ordinateur. Et on a acheté 10 depuis. Et en plus, t'en parlais tout à l'heure, tu disais, ça n'a rien à voir la masturbation, justement, avec du porno ou sans porno. C'est pour ça que je voulais rebondir dessus. Tu nous donnerais... ça m'intéressait beaucoup ce sujet-là du porno dans une évolution plus large en réalité des relations hommes-femmes. Je pense que c'est un sujet que vous allez aborder plus tard, et de l'évolution justement de ces codes-là. Et alors je sais pas qui écoute et si le sujet de porno est très intéressant, mais je pense qu'il est extrêmement. Enfin, tu disais qu'il est diabolisé. Peut-être qu'il est diabolisé un peu à raison. Je pense notamment que. Alors évidemment que, comme tu disais, c'est pas du tout, ça défend absolument pas la cause des femmes, mais on voit très vite comment les enfants jeunes mis devant du porno ont une idée de domination directement, sans avoir aucune idée du reste, et c'est assez absurde. Et elle justifie ce porno-là, mais il est aussi extrêmement néfaste pour les hommes, en donnant cette image-là à l'homme d'un prédateur, de quelqu'un de justement qui cherche nécessairement à dominer. Pourquoi l'homme chercherait nécessairement à dominer? On n'a jamais eu la raison. Et puis qui performe de ouf. Et puis qui performe de fou. Complètement faké, on se le dit, les gars, les éjaculations sont fausses, tout est faux. Oui, donc, tu vas pas bander pendant 6 heures. Non, tu bandes pas comme un âne pendant 6 heures. Dégoûtant. Je peux pas. Mais ouais. Et du coup, et pourtant, c'est efficace pour se masturber. Il y a aussi ce truc-là. Efficace, ouais. Et encore, tout dépend. Je trouve que après, vous nous direz, mais même il y a un manque de représentation. Il y a plein de trucs. Enfin, bah oui. Moi, il y avait un truc où ça me faisait quelque chose de regarder du porno, mais à la fois quand tu voyais que le mec, j'étais en mode enlevez-moi ça, genre, et je pensais que j'avais honte. Alors qu'en fait non, genre juste je regardais la meuf, tu vois. Et c'est après quand j'ai découvert le porno lesbien, j'étais en mode mais c'est ça la vie. Et encore, c'est potentiellement ce qui marche sur toi d'avoir un truc de la réalité, mais c'est tout le truc des fantasmes. Le fantasme, tu peux fantasmer typiquement, tu vois, tu peux te mater un truc lesbien alors que t'es pas lesbienne. Et mais clairement. Justement, c'est ça aussi qu'on voulait voir avec vous. C'est quoi les... Tu vois, on parle du porno, mais ça peut être aussi des images que vous vous mettez dans la tête. Enfin, c'est quoi qu'est-ce que vous utilisez pour faire monter votre désir quand vous avez des petites séances avec vous-même? Pour moi, c'est des trucs complètement hors du réel. C'est tout ce que je voudrais pas avoir dans ma vie en général. Ok. C'est hyper paradoxal. Dans le terme de jamais... il n'y a aucun moyen que ça se passe dans ma vraie vie, parce que j'en aurais pas du tout envie. Mais de le regarder et d'avoir un peu cette position, je crois, de voyeur que tu as en regardant, du coup, c'est ouf, des rapports sexuels via un écran, qui te sont pas destinés, qui sont pas forcément... je sais pas, il y a une sorte de satisfaction, de fantasme, d'un truc de mécanique, beaucoup plus que moi solo, sans porno, ou moi avec un partenaire. Mais c'est très cool que tu partages ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui culpabilisent aussi. Ah ouais, qui n'assumeraient pas du tout, c'est pour ça que je la regarde avec des grands yeux en mode elle a vraiment du courage. Merde, je fantasme d'être ultra dominée, alors que dans la vraie vie je voudrais pas du tout, ou je fantasme de... Ouais, tu vois, et c'est cool parce qu'en fait c'est le principe du fantasme, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu fantasmes d'un truc que ça t'excite que... Enfin, voilà, que tu vas le faire dans la vraie vie, en fait. Ouais, et puis surtout c'est un truc même... y a des situations improbables, quoi. Enfin, dans le porno, il y a beaucoup de situations improbables. Bah oui, c'est des films, donc voilà, exactement. Et donc la secrétaire sur le bureau ou même ça c'est probable, ça. Non, mais dans le terme de ouais, évidemment, c'est la secrétaire sur le bureau ou le hentai, t'as des choses complètement différentes qui sont dans tous les cas pas possible, ou en tout cas pas recommandé. Et c'est des trucs qui sont pas du tout
qui peuvent ne pas paraître attirantes du tout dans la vraie vie et dans ce que tu cherches avec un partenaire, quoi. Ouais. Les autres, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je pense que ce qui me permet de me masturber tout seul, ce serait un peu plus imaginer des préliminaires plutôt que... En fait, c'est assez marrant parce que j'imagine des préliminaires. En fait, je fais vraiment une sorte de déroulé dans ma tête avec d'abord les préliminaires. Une histoire? Un peu, en vrai. Ouais. Un peu. Et à la fin, du coup, ça se finit sur un orgasme à la fois mental et du coup réel. Ouais. Ok. Tu scénarises ta Ouais, mission, un peu. quoi. Un Ouais. peu, c'est ça. Et ça, tu Non, le mais fais du hyper coup tout seul, intéressant. pas devant un porno. C'est quand je le fais tout seul, ouais. Et avec un porno, si je peux te poser la question. Elle a vraiment dit sans être trop indiscrète, mais je suis indiscrète. Hein. Mais vas-y, réponds, s'il te plaît. Bah ça, par contre, j'ai pas vraiment de notice, on va dire. J'ai l'impression que justement, ça, je me le suis dit plusieurs fois, hein, que j'ai l'impression que c'est mécanique en fait, que je regarde, je fais mon truc sans forcément penser à quelque chose. Genre, j'ai l'impression limite de le faire en étant focalisé juste sur le fait que je prends du plaisir et que je vais prendre du plaisir. Et après, quand c'est fini, j'ai le même réflexe que Il a jeté Anissa. Non, moi ça va, j'ai plus ce réflexe que j'ai plus assez d'argent. Mais... Et t'as l'impression que le plaisir est pas le même? Enfin, qu'il est différent? Entre le porno et sans le porno? Ouais. Ouais, carrément. En l'imaginant, c'est un plaisir qui est... Évidemment, même si le but n'est pas de reproduire quelque chose qui est réel, c'est quand même le fait d'avoir une évolution et pas que ça soit directement ce rapport mécanique et juste ce rapport où je veux prendre du plaisir, voilà, je sais pas quoi. Vu qu'il y a une sorte de simulation dans ma tête, il y a un truc où je fais monter le désir, le plaisir, alors que quand Tu avais quelque porno, chose non. que tu as choisi, alors que le porno, c'est pas toi qui as réalisé le film finalement. Enfin, Ouais, c'est pas toi bah, qui... exactement. Donc ça reste mécanique. Ouais, exactement. Puis surtout, t'as un truc du coup plus centré sur l'imaginaire que t'aimerais avoir, plus que sur la position d'un homme faisant le film, un Ouais, réalisateur qui choisit ses actrices, qui choisit Ouais, ses grave. acteurs, ouais, carrément. qui choisit son scénario loufoque. 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 Et qui fait la chose. Là, c'est complètement personnalisé. C'est Ouais, toi carrément. seul. Clair. Et puis, je trouve qu'il y a une différence entre le plaisir simple physique, quoi. Ouais. Dans les sensations, Ouais, ouais, dans la De fou. façon dont ça se passe, dans la rapidité de la chose, dans le... Ouais. T'as un Dans la truc facilité, surtout. Ouais, t'as un Ouais. truc complètement différent. C'est ça, en fait, je pense que j'ai ce rapport de simplicité, en fait. Quand je regarde du porno, c'est pour la simplicité. Oui, c'est- vraiment, j'ai envie C'est de masturber. efficace. Hop là, c'est Ouais, fini. c'est ça, J'ai un c'est rendez-vous efficace. après, faut que je C'est le quickie, solo. Pour moi, c'est une espèce Un de peu, ouais. fast-food, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, carrément. C'est... Fast and Furious. Ouais, c'est Carrément, ouais. vraiment fast and orgasme, genre. C'est comme ça que tu décrivais, toi, Paul? Justement, Bah, je trouve que le mot qui va bien là-dessus, c'est abrutissant. Quelque chose de très très abrutissant dans le Ouais, un peu, ouais. dans le porno et que ce soit le moment même ou l'après. Et alors ce que je trouve très triste Ouais. au final, c'est que il y a le fait de conscientiser son plaisir et d'en avoir complètement finalement de se concentrer sur ses sensations et de se concentrer sur tout son plaisir et notamment pas que sur l'orgasme, d'être absolument pas persuadé mais très très concentré sur ce qu'on ressent comme sensation, décuple tellement le plaisir et tellement Ouais, rend la chose tellement plus intéressante que justement de ne pas réfléchir et on retrouve l'idée que la réflexion dans l'action est tellement propice à mieux, quoi. ouais, de scénariser le truc, de prendre le temps. Et toi, Lola? Moi, je regardais aussi du porno avant, mais j'ai un peu arrêté parce que je me suis rendu compte qu'en le regardant, déjà, j'aime pas trop les images que je vois, et après, je me suis rendu compte que j'étais même plus concentrée dans l'image que je voyais et que c'était plus ça qui me donnait du plaisir et que c'était juste mon esprit était parti dans les sensations que j'étais en train de ressentir et du coup, avoir une image me servait plus à rien. Du coup, j'ai arrêté d'en regarder. Mais je ne l'ai pas remplacé par de l'imagination. Juste, je me concentre sur ce que je ressens sans avoir de scénario dans ma tête ou
Quoi que ce soit. Tu passes par d'autres moyens, du genre les podcasts ou la littérature érotique ou ce genre de choses? J'ai essayé les podcasts, mais il y a des podcasts qui me gênent un peu. Ouais, moi aussi, ça m'a mis. Ça me met J'ai mal à essayé, l'aise. ça m'est vraiment. J'ai l'impression d'espionner les gens. Genre, et puis, Excusez-moi, non. je vais vous laisser. J'ai un peu de trop là. Non, mais c'est pas ça, c'est que, en fait, ça dépend dans le porno, vu que ça fait des années, il y a de tout. Alors que le podcast, c'est encore très récent. Et du coup, les personnes qui le font, pour ma part, sans viser qui que ce soit, je trouve ça très gênant, très, très, très Bah, malaisant. tu chuchotes à l'oreille. C'est un non, peu mais c'est même pas. Non, Enfin, c'est pas. Moi, c'est pas tant ça. Hein, c'est vraiment les scénarios, genre. Oui. Les scénarios où c'est vraiment genre. Tu peux être sûr que ça ne m'excite pas du tout. Mais moi, je pensais que t'allais dire autre chose. C'est que. Mince, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, c'est plutôt. Moi j'ai eu cette expérience-là et je trouve ça absolument triste, et on pourrait faire le même comparatif avec tout ce qui est vibromasseur, etc. Et le fait d'utiliser d'autres choses que juste que sa main en tout cas. C'est que moi je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, en utilisant que du porno, parce que quand tu découvres ça, il y a en tout cas cette phase pour certaines personnes où t'es vraiment que dans ça, où je me suis rendu compte qu'après mon imagination était Flingué. impossible d'imaginer. Alors que pendant un an je ne fonctionnais qu'avec mon imagination et je suis tombée sur ce truc sur Twitter. Partagé. Voilà, et après, impossible. Et encore maintenant, j'ai du mal et je travaille dessus. Et c'est super chiant parce que, tu vois, si je suis amoureuse de quelqu'un, etc., j'aimerais penser à cette personne-là, j'aimerais me faire mon histoire. Et comme au tout début, tu vois, quand c'était tout innocent et ça venait de moi, alors que maintenant, il faut rebooter le système. Ouais, je regarde plus de porno, mais il y a d'autres trucs qui ont remplacé l'imagination encore, tu vois. C'est chiant, quoi. Après, ce travail-là, il est super noble. Ce travail-là d'esprit d'être super. Ah ouais, c'est compliqué. Merci de me dire que je suis noble. Hein. Courage. Oui, courage. Et du coup, qu'est-ce qui te gênait, toi, dans les podcasts, Lola? C'était ce. C'est mère. Ouais, un petit peu. Puis c'est des conversations entre deux personnes ou plus. Je sais pas, j'ai l'impression, comme tu disais, de rentrer dans leur intimité, mais c'est pas que des images, c'est des sensations. Enfin, j'ai l'impression d'être dans une conversation téléphonique avec eux parfois. Et c'est un peu, je sais pas, ça me gêne. Du coup, faut que. C'est marrant, par le son, tu dis ça, alors que par le visuel du porno, ça t'a pas fait une image. Mais je sais pas pourquoi les voix me paraissent plus intimes que. C'est plus intime. C'est vraiment plus intime. Et c'est vraiment fait d'une très différente manière. Parce que moi, je sais que, par exemple, quand j'ai arrêté de regarder du porno, par contre, en fait, j'ai arrêté de regarder du porno, par contre, je continue à l'écouter. Et là, il y a la différence, parce que du coup, il y a c'est des sons, en fait, des sons, genre en mode entendre quelqu'un gémir, etc. Ça m'excite. Alors, regardez absolument pas, alors vraiment pas du tout. Et pour le coup, du coup, le podcast, vu qu'il est fait vraiment que pour être écouté, il est fait d'une complètement. C'est comme si t'écoutais un film et écouter quelqu'un qui fait un podcast pour faire le podcast, c'est pas du tout pareil. Ouais, des fois, donc, moi ça aussi, m'étonne je laisse pas le que son. tu sois. Ouais, voilà, moi je laisse le son maintenant et l'image très loin. Parce que l'image. Non, vas-y. Moi, je voulais juste rajouter. Enfin, tu sais, il y a des livres érotiques, comme je pense qu'on sait tous. Il marche très bien aussi, ouais. Ouais. Et genre, il y avait un truc aussi de genre écouter les livres du coup en audio. Pouvait avoir cet effet de tu rentres pas dans l'intimité comme dans un podcast qui est très intime. T'as pas non plus l'image et t'as un truc de dialogue généralement fait par des femmes, beaucoup plus féministes et beaucoup plus ancré sur un truc de sexualité plus recherchable que un réal homme qui fait des films porno. Et genre, je trouve ça beaucoup plus sain et il y a moins de honte en fait après la chose ou autre, quoi. Ok. Il y a des gratuits parce que généralement même ils sont pas non mais c'est vrai, on peut échanger ces petits tips, allez-y si t'en as, n'hésite pas, c'est le moment. Donne-nous tes recommandations. Non, moi c'était il y a des placements de produits. Vas-y, tu peux y aller, vas-y. C'est le sujet, hein. Non, moi j'avais Audible, voilà, mais tu sais, même en soi je lisais des livres, sinon à côté de ça, du genre les Colin Over ou les After, enfin la série des After, etc. Et genre j'ai vraiment découvert ce plaisir-là où je me pose solo, je fais ma vie, je lis mon livre, je mets de la musique et c'est des moments chill, quoi.
Ouais, tu prends le temps de... Exactement, dans ma bulle. De prendre du plaisir. De prendre du plaisir du moment pour toi. Ça, beau. Comme Lino, quand tu dis je fais monter mon scénario petit à petit, et c'est ça qui ça. fait avec sa réal personnelle. Les personnages sont choisis. Et après, je pense que pour autant, tu vois, l'idée, c'est pas de se dire arrêtez de vous branler sur du porno, parce que c'est, je pense, trouver son système. Et je pense que c'est un peu ce que tu disais, Anissa, c'est quand tu sens que tout d'un coup, tu as un système qui est hyper répétitif, presque addictif, et que c'est se poser la question en fait du rapport qu'on entretient avec le porno. C'est très compliqué. C'est compliqué. Moi, des fois où j'ai trop du mal, mais parce qu'après, il y a vraiment un point de vue militant qui évidemment n'était pas là à 16 ans. Et c'est là que tu te dis, et en fait, je suis en train de réaliser maintenant, je me dis, mais le porno peut tellement avoir du pouvoir sur nous, parce que il y a des trucs, mais que c'est pas des fantasmes, mais que je ne supporterai jamais qu'on me raconte ou qu'une amie me dit ouais, il m'est arrivé ça. Ouais, et dans un porno, des fois, je me dis vas-y, c'est pas grave, tant pis. C'est porno, tu vois. Alors que à la fois, je vais faire mon porno et je vais aller gueuler dans la rue, que c'est inadmissible. Hein. Mais il y a ce moment où ça prend la volonté de prendre du plaisir à ce moment-là passe par-dessus. Et je dis ça, et j'espère qu'aucune amie féministe ne va écouter ça. Mais tu vois, c'est là que tu te dis putain, c'est fou, parce que c'est vraiment cette volonté de prendre du plaisir à ce moment-là où tu te dis, même si le scénario me plaît pas du tout, bon après c'est pas dans les extrêmes, des trucs que je porte évidemment pas, mais que j'aurais pas supporté dans la vie de tous les jours, et parce que là j'ai absolument, mais c'est encore dans une idée de fast-food, de vas-y vite, faut que ça arrive quoi. Et du coup, j'avais envie de vous faire un petit vrai-faux des phrases qu'on peut entendre sur la masturbation et vous faire agir dessus. Genre, une phrase qu'on entend souvent, c'est les mecs ont plus besoin de se masturber que les filles. Faux. Alia, je savais qu'elle allait dire Paul, je sens un doute sur ton visage. Ah non, absolument pas. C'est comme toujours, ça dépend de la personne, ça dépend toujours de... C'est sûr que faire une généralité, elle est toujours fausse, la généralité. Ouais. Puis ce qui se cache derrière ça, c'est souvent qu'en fait, on se dit que les mecs ont plus de besoins à assouvir, et que du coup, nécessairement, il faut qu'ils se branlent, parce que sinon... Encore une fois, c'est la faute du porno. Probablement. Mais il y a une sacrée idée reçue, en tout cas. Il y a une question d'éducation aussi derrière. Je vois quand tu parles même avec mes potes, mecs, je vois qu'il y a une vraie soit non-connaissance, soit le fait qu'ils traînent entre mecs, et donc ils se montent la tête entre eux. Ils se montent la tête entre eux, et donc quand ils ont des meufs, c'est un peu la déringolade. Et puis même, il y a une question aussi, je trouve, assez familiale là-dedans, de genre d'éducation au sein de la famille, où le père un peu dominant, qui du coup... c'est bien mon fils, ce genre de choses, justement de performance, et je trouve ça un peu consternant, quoi. C'est surtout que cette idée-là, je trouve qu'elle est hyper dangereuse, dans le sens où naturaliser les besoins des hommes, ça vient créer des violences sexuelles, parce que la femme en face va se dire ok, donc là, s'il a envie, il faut absolument que j'assouvisse son besoin, alors qu'une femme qui aurait envie, un homme va lui dire non, parce que dans tous les cas, elle peut se retenir, entre guillemets, alors qu'un homme ne peut pas, et ça crée... non, mais ça laisse place à tout et n'importe. Mais oui, c'est super dangereux, quoi. Donc on le dit haut et fort, les hommes n'ont pas plus de besoins que les filles. Et les filles, comme les mecs, peuvent se masturber, c'est selon. En tout cas, mais c'est Julia Pietri, je sais pas si vous connaissez son livre La masturbation, le guide de la masturbation féminine. Ah si, je connais le nom. Si, je l'ai lu. Pour les filles, il y a plein de tips pour vous, si vous voulez explorer des nouvelles choses. Et elle avait fait une étude du coup auprès de, je sais plus, je crois que c'était 6000 femmes. Et donc sur ces 6000 femmes, il y en a 64% qui disaient qu'elles se masturbaient chaque semaine. Donc ça montre bien que a priori c'est commun chez les femmes. On a des besoins. Une autre phrase qu'on entend souvent, c'est se masturber quand on est en couple, c'est tromper son mec ou sa meuf. Ah, ça, c'est vraiment un truc, ça mérite. Et ça va aussi. Enfin, moi, je me masturbe devant ma meuf, et elle est là, elle est pas trompée, hein, elle est là. Tu vois, c'est lunaire. Non, je trouve ça très vrai. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Chacun fait. Ton partenaire en a pas envie, t'en as envie, bah voilà, c'est tout. C'est naturel, c'est dans le consentement, ça reste dans le cadre de votre sexualité à vous. Et je trouve ça hyper sain, quoi. Personnellement et dans les relations en général. Ouais, moi je penserais deux choses par rapport à ça. C'est que déjà, c'est se masturber et faire l'amour avec son partenaire, c'est pas du tout la même chose. Ouais, d'accord. Ouais, ça serait tromper, quoi.
Et en plus, au pire, en parler avec lui ou elle, et lui demander si c'est OK, c'est possible aussi. Carrément. Ça me fait penser, on parlait en off de la série Sex Education, il y a une scène là-dessus dans la dernière saison, je ne sais pas si vous l'avez vue, où comme ils ont une relation à distance, ils galèrent un peu, ils n'arrivent pas à s'envoyer des nudes, etc. Et donc ils finissent par se faire une session téléphonique où ils se parlent de leurs fantasmes et de ce qu'ils aimeraient bien se faire, et donc ils se masturbent mutuellement. Qui montre bien que oui, ça peut être en solo, mais ça aussi peut être fait ça avec peut son ou être sa à deux. partenaire. Il y a plein de choses, tellement de choses à découvrir. Je trouve ça tellement restrictif de dire que c'est trompé, surtout que ça n'a aucun rapport avec la fidélité. Ouais, carrément. Aucun rapport. Ouais. Au Carrément. contraire, moi je trouve ça renforce l'union d'un couple d'avoir des expériences solo, parce que du coup tu te découvres encore plus en tant que personne, et donc tu peux aussi créer de nouvelles choses dans la sexualité de ton couple. Bah ouais, on en parlait tout à l'heure, tu Ouais. connais mieux, donc du coup, tu es plus en mesure de guider l'autre aussi sur ce qui te Exactement. fait du bien, etc. quoi. Mm. Mais je pense que l'autre croyance cachée derrière ça, c'est de se dire, si je me masturbe, je vais moins avoir envie. Enfin, ou si elle ou Oui, il ou se c'est parce masturbe, que je il prends va pas de avoir plaisir moins avec envie. la personne aussi. Ou, exactement, Non, ou non, putain, j'ai- elle se masturbe parce que je lui donne pas de plaisir, ou inversement. Plus ça. Qu'est-ce que t'en- C'est plus sur je pourrais comprendre la peur de ne pas satisfaire son partenaire. Je pense qu'elle est assez fréquente pour tout le monde. Et justement, le fait de savoir que l'autre se masturbe, ça pourrait, alors ça, bien sûr, c'est toujours sur un problème de confiance en soi, mais nous faire réfléchir sur nous-mêmes et nous demander si en réalité on est capable, enfin, si en réalité on donne suffisamment de plaisir, et même juste des fois, en toute bonne foi, se réfléchir sur soi-même, et même des fois discuter avec l'autre, et même parfois le dialogue. Le dialogue ne résout peut-être pas forcément tout, alors il aide énormément, mais on peut se demander si même à travers le dialogue, on pourrait ne jamais résoudre ça. Mais moi, je pense que c'est capital. Enfin, il y a un truc dont on parle pas depuis tout à l'heure, mais parce que j'en parle pas tellement pour moi, c'est normal, mais c'est la communication. Et j'y vois aucun souci. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec le fait que la personne que je fréquente me dise, bah non, là, ça fonctionne pas comme ça, etc. Au contraire, moi quand je rencontre une femme, vraiment, genre, alors évidemment qu'il y a des choses que je vais faire naturellement, parce qu'il y a des choses que j'aime, etc. Et dans tous les cas, tu prévois pas ce que tu vas faire ou ce que tu ne vas pas faire. Ça se fait naturellement, surtout quand il y a de l'amour et tout. Mais par contre, c'est fréquent, ça se passe toujours comme ça. Je demande toujours à la personne ce qu'elle aime, si elle veut me montrer, etc. Et au contraire, même, moi, je sais que c'est quelque chose qui va m'exciter, qu'on me montre comment faire, qu'on me guide, etc. Enfin, je trouve ça trop beau, en fait, de faire aussi la chose à deux. Du coup, communiquer et demander, bah, toi, qu'est-ce que tu préfères, etc. Et même, tu vois, si pour telle ou telle raison, on n'a pas réussi à donner du plaisir à la personne, dire, bah, moi, j'ai aucun souci avec le fait que tu reprennes la main dessus, dans tous les sens du terme, tu vois, et que tu prennes quand même du plaisir. Enfin, ouais, mais okay. je pense que Paul a raison, c'est un truc de pas confiance mon ego aussi. qui va être en mode, Ouais. j'ai pas réussi. C'est très fort. C'est pas grave. Ouais, mais je pense que c'est toujours pareil. Je pense que c'est bien de se le dire, parce que oui, évidemment que c'est l'ego qui rentre en jeu dans ce moment-là, en disant, moi, j'y arrive pas. Il faut penser à qu'est-ce qu'on pense, parce que dernièrement, je sais que j'ai eu cette conversation et je lui dis, mais franchement, arrête, parce que genre, je sais que je ne vais pas venir. J'ai pas envie de te faire perdre. Enfin, ça fait un moment qu'on y est et tout. Il y a des fois où ça arrive, tu vois. Je lui ai dit arrête. Bien sûr. T'es en mode non, mais non, c'est trop important. Genre, mais c'est pas parce que je n'ai pas joui que je n'ai pas pris de plaisir. Ouais, carrément. J'ai pris énormément de plaisir. Alors, je sais que je vais pas jouer parce que je me connais pour telle ou telle raison. Je sais que là, je vais pas venir. Et elle était en mode. Enfin, elle était pas vexée, mais elle était en mode non, mais genre, c'est trop triste, tu vois, que tu viennes pas, c'est hyper important. Et j'étais en mode. Et à ce moment-là, moi, par exemple, je lui en ai pas voulu. J'étais pas en mode oh mon Dieu, elle a pas réussi. Du coup, j'ai aucune raison, moi, lorsque je ne réussis pas, de me dire ah, mais elle va penser oh mon Dieu, elle a pas réussi. Parce que je sais que même moi, j'y pense pas, je me dis pas mais honte à toi, t'as pas réussi. Parce que parfois, ça dépend pas de nous, hein, ça dépend de la fatigue de la personne, ça dépend de ce qu'elle a envie, ça dépend de si t'as été trop brutal à un moment sans même te rendre compte, du coup, t'as désensibilisé. Enfin, tu peux pas savoir. Donc, je peux arrêter de s'imaginer tout un truc là. C'est bien de le dire, ça. Ouais. Moi, j'ai mis un. Bon, les petits commentaires. C'est super, ça. Je valide. Je soutiens ce message. Non, mais merci. J'ai mis en place des systèmes des systèmes de bons, entre guillemets, entre de bons et mon mauvais partenaire et moi. De genre, s'il y a un moment où
y a quelqu'un qui n'a pas pu terminer pour X ou Y raison, qu'il y a des moments où le stress de la vie du quotidien, les choses autour de nos vies rentrent en compte dans notre sexualité, on a des bons de remise d'orgasme. Tu me dois un orgasme et on le refera la prochaine fois. Pour que tu me donnes un orgasme. Ah, mais c'est trop cool. Et du coup, on peut utiliser les bons comme bon nous semble quand tous les deux on en a envie. C'est trop cool. Ouais, j'aime que tu précises quand tous les deux on en a envie. Ouais. Que Avec t'abuses pas de tes consentement. bons. Oui, exactement. Non. Avec C'est maintenant. consentement des deux côtés. Ou jamais. C'est trop cool. Après, moi, je trouve ça. C'est. Moi, j'ai un petit problème avec cette idée. Ça veut dire que ton partenaire te doit un orgasme. Non, mais c'est ou plus. inversement, où toi, tu lui dois un orgasme, tu vois. Je comprends complètement ça. Après, comme c'est fait. Moi, je pense que c'est dans la manière de parler, Ouais, dans la voilà, manière c'est de dire, et vu que c'est ton chéri, et que tu rigoles, il y a pas de... Ouais, c'est vraiment un système de donnant-donnant, de plaisir mutuel qu'on se donne dans le consentement et dans le respect de chacun. Il me doit rien et je lui dois rien non plus. Si j'en ai pas envie, je vais pas le faire. Et lui, et vice versa pour lui, quoi. Okay. C'est vraiment dans le. C'est plutôt dans le truc de dire c'est pas grave si c'est pas arrivé maintenant, exactement, tu me le dois plus tard, quoi. Personne ressent de frustration sur le moment parce que dans tous les cas, c'est pas la dernière fois qu'on le fait. C'est pas sacraliser le truc. C'est pas actuellement que ça se passe, et c'est pas grave, c'est pas la dernière fois qu'on le fait, on va re-kiffer ensemble et c'est pas une finalité en soi. Ouais, en fait, c'est pas un échec. C'est juste, tu dis, ça arrivera une prochaine fois. Exactement. Du coup, on appelle ça un système de bon. Carrément, ouais. Dans la blague, et c'est venu au fur et à mesure du temps. Ouais, carrément. Et on parlait un peu de se désensibiliser à des scénarios quand tu regardais le porno. On n'a pas du tout parlé de sextoys, notamment sur la masturbation. On n'a plus beaucoup de temps, mais il y a pas mal de personnes qui connaissent pas forcément bien les sextoys et tout, qui peuvent se dire ouais, mais alors les sextoys, en se masturbant, on peut finir par trop l'utiliser. Il y a un truc très mécanique, on finit par être soit insensibilisé, etc. Est-ce que c'est des trucs que vous avez déjà entendus? Ouais. Moi, c'est une question que je me suis posée notamment. Voilà. C'est cassé. Alors, répondons-y. Non, mais je me suis demandé, parce que j'ai du mal à avoir un orgasme à deux, mais toute seule, ça va, et notamment avec un sextoy. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est la faute du sextoy qui fait que, avec des éléments naturels, ça ne marche plus? Et je n'ai pas trouvé la réponse. Normalement, de ce que j'ai vu ou entendu vite fait, non, ça ne désensibilise pas. Ou alors, juste, faut essayer de se reconnecter avec d'autres choses. Mais ouais, voilà. Oui, ça m'est déjà arrivé de penser à cette question, quoi. Je crois que j'ai un tips. Décidément. Non, je me suis posé exactement la même question pour tout te dire. Est-ce que si... Comme la majorité du temps, c'est avec un sextoy que je me donne du plaisir, est-ce qu'avec mon partenaire, ça va être compliqué après par la suite de lui expliquer, puisque moi, je le fais pas sans, et lui faire comprendre. Et en fait, je crois que c'est vraiment avec le temps et avec la communication, avec le partenaire, que ça fonctionne, quoi. Et puis, pourquoi ne pas inclure le sextoy en question dans la sexualité? Ouais, non, mais t'inquiète pas. Je ne plus, hein. Pas de problème. Okay. Mais ouais, je crois que je pense que c'est vraiment une question de communication et comment, sur le moment, toi et ton partenaire, vous arrivez à vous faire du bien. Par rapport à ce que t'aimes via le sextoy et via lui, quoi. Ouais, mais ce sera jamais les mêmes sensations en réalité, tu vois. Ouais, mais moi je trouve ça hyper cool que ce soit jamais les mêmes sensations. Oui, bien sûr, mais du coup, comment connaître l'autre? Vu que t'as du plaisir avec un sextoy qui dans tous les cas, ça sera pas la même mécanique qu'avec un humain. Comment savoir ce que l'humain doit te faire pour avoir une bonne sensation? Eh ben, tu découvres, tu cherches. Ouais, bien sûr, mais voilà. Faut tryhard. Parce que du coup, je te pose une question très directe, mais du coup, tu n'utilises que le sextoys pour te masturber? Ouais. Ok. Et est-ce que tu as déjà essayé de te masturber avec ta main? Oui, bien, ça m'arrive encore quand je sens que voilà, mais sinon, c'est que les sextoys, ouais. Et t'y arrives sans le sextoy? Ouais.
bah, du coup, c'est le même principe et c'est peut-être juste un truc d'exploration et de temps. Là où tu as raison, c'est que c'est très mécanique. Oui, en c'est fait, mécanique. C'est mécanique. Enfin, et que ce soit avec ta main ou avec le sextoy, ce sera mécanique. Donc, je pense tu vois, il y a de la vibration, il y a de l'aspiration. Donc, c'est sûr, tu ne trouveras pas la même chose avec un ou une partenaire. Après, moi, l'évolution. Oui, tout à fait. Tu as raison. Attends, après, t'as pas un rythme, tu sais. Alors, on n'est pas des machines. on fait le niveau 3, s'il te plaît, Anissa. mais c'est très différent, mais c'est pas, enfin c'est différent quoi. C'est pas moins bien ou non, mieux. Il y a aussi, faut explorer et moi, je tester des trucs quoi. Ouais, il y a une question de lâcher prise aussi avec ton partenaire que tu retrouves pas du tout avec le sextoy vu que t'es solo dans ton kiff. Et du coup, le lâcher prise et la confiance dans ce que ton partenaire est capable de faire, genre ça prend énormément de temps à mettre en place. Et se trouver mutuellement, sexuellement dans un désir commun, de confiance, de respect, c'est compliqué. Mais ça marche. Faut pas désespérer. Docteur Love, là. C'est clair. Elle a joué dans Sex Education. Et les mecs, est-ce qu'il y a forcément besoin, j'allais dire, de pénétration ou de circlusion, donc le fait de serrer son sexe pour avoir un orgasme ou se masturber? C'est grave des questions que je me pose. Je comprends vraiment la question. J'ai jamais vu ni utilisé de sextoy masculin. Ouais, mais même avec ta main. En fait, est-ce qu'il y a besoin forcément d'entourer son pénis et d'avoir une sensation de pénétration, quoi, quand tu te masturbes? Je sais que personnellement, c'est comme ça que j'ai toujours fait. J'ai jamais, c'est vrai, eu l'idée, c'est marrant, pas très inventif. J'ai jamais eu l'idée un oreiller. Mais, par contre, je sais que j'ai eu des retours typiquement plus tard pendant grandissant. Le dialogue évolue vraiment et des retours d'amis qui m'ont dit que oui, ils ont réussi à jouir sans jamais justement utiliser le même rapport que celui similaire à une pénétration. Donc, je pense que ouais, beaucoup connaissent ça. Alors pas personnellement, mais beaucoup connaissent. Moi, personnellement, c'est jamais quelque chose que... Enfin, j'ai jamais pu expérimenter autre chose que ça, en fait. Et je ne sais même pas les possibilités, en vérité. Je trouve ça tellement triste qu'il y en a tellement. Bah, ouais. En fait, de toute façon, c'est le même principe que chez les filles. En fait, c'est l'exploration. Et je pense qu'il y a des trucs qui sont plus faciles à faire, évidemment. Mais il y a tellement d'autres possibilités, quoi. Non, mais je pense qu'il faut aussi s'ouvrir l'esprit. Enfin, moi, c'est des discussions que j'ai beaucoup avec des potes à moi, mecs justement, et vu qu'on grandit tellement dans une société patriarcale où finalement en fait les mecs et les petits garçons, et ça rejoint plein de sujets au niveau de ses sentiments, de comment on exprime ses sentiments quand on est un petit garçon, comment il faut être viril, enfin tu vois, et si on traite de la question de la sexualité, le nombre de choses que les hommes s'empêchent de faire par virilité non mais enfin tu sais, c'est comme la question de l'anal, etc. Et moi, le nombre d'amis à moi mecs qui ont essayé et tout, ils sont les plus virils, etc. Juste, ils en ont absolument rien à faire. Ils sont en mode, en fait, moi, mon plaisir, il va passer avant, donc j'ai aucun problème avec l'anal. Surtout si c'est ça qui peut me faire davantage prendre du plaisir, quoi. Bah ouais. Et tout ça, il y a beaucoup de trucs. Alors, il y a des gens qui aiment pas et chacun son point de vue. Et Dieu merci, on n'est pas tous pareils. Mais je trouve ça triste que les garçons, que ce soit les petits garçons comme les hommes, soient enfermés dans tellement de cases de c'est un homme. Tu vois, autant un petit garçon qui pleure, c'est pas. Enfin, on a eu cette discussion, c'était il y a quelques jours, on parlait d'un mec qu'on connaissait avec une amie, et puis elle apprend qu'il est pas gay. Elle me dit mais n'importe quoi. Enfin, je suis persuadée qu'il était gay, et elle me sort que c'est la meuf la plus féministe. Elle me sort non mais la dernière fois il a pleuré. Elle me dit et non mais c'est ce qu'il fait. Elle a dit waouh, qu'est-ce qu'il prend? Elle me dit non mais t'as vu pendant cette conversation comment il a pleuré. Enfin, je sais pas. Du coup, je me suis pas imaginé qu'il était. Enfin, pour moi, c'était notre sista, quoi. J'ai dit t'es une ouf, toi. Ça a rien à voir. Et tu vois, on enferme tellement les petits garçons et les hommes dans ce truc de, tu vois, de virilité, et autant de je vais pas montrer mes sentiments, je vais pas pleurer, je vais pas montrer ma sensibilité, que je vais pas montrer ma sensibilité en fait dans tous les domaines, ça joue autant amoureux que sexuel, et ça joue énormément. Donc ouais, je pense qu'il faut juste sortir des cases et c'est des trucs, quoi. Et comme quand on est tout seul, personne ne nous regarde, autant en profiter, voilà, pour sortir des cases. C'est clair. Donc c'est peut-être tout seul où justement on a le plus de barrières. Je pense que c'est peut-être plus avec un partenaire qu'on est plus capable d'ouvrir des portes sur des plaisirs différents. Enfin, je pense que j'ai l'impression, Ouais, intéressant. Ah ouais, c'est plus dans le partage avec quelqu'un et dans la découverte, et donc justement, comme tu disais, quand t'as
partenaire de longue date où vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez communiquer et très, très bien, que là, il y a plus une liberté d'aller chercher des plaisirs et des idées et de trouver vraiment ce qui nous plaît vraiment au-delà de. Oui, si t'as quelqu'un qui t'accompagne finalement, t'as quelqu'un de confiance et que t'aimes certainement. Ouais, c'est rassurant. Ça te donne. Alors que tout seul, beaucoup plus de barrières. Ok, tu ressens beaucoup plus de barrières. Toi aussi, Lino, t'avais l'air. Ouais, moi j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression, parce qu'avec ma copine, on parle de beaucoup de trucs sur la sexualité, tout ça, et des trucs auxquels j'avais pas pensé, qu'elle avait pensé, du coup qu'on peut essayer. Et même juste ça, juste un problème d'imagination, on va dire, c'est quelque chose qui se règle en étant à plusieurs plutôt que tout seul. C'est sûr qu'à 10, il y a beaucoup d'imagination. Beaucoup plus de possibilités. Trop bien. Donc en tout cas, on ne saura que recommander de faire de l'exploration, seul ou à 2 ou à 10 pour une histoire. Il faut partager dans la vie. Hein. Ouais, merci beaucoup. Moi, c'est très frustrant parce que j'ai l'impression qu'on pourrait parler encore pendant 3 heures, je pense. Peut-être que vous avez des conseils, genre vraiment très rapidement, parce que si on demande à Alia de nous sortir toute sa liste de tips, ça va être Mais peut-être un conseil à donner à quelqu'un qui Trop de café avec stresse. des potes. T'as dit quoi? Trop de café avec des potes. Oui, c'est fameux samedi soir. À débrief, exactement. Invite-nous. Podcast, merde. Ouais, si vous avez un conseil comme ça assez rapide à donner. En fait, le seul que je vois, c'est plus évident et qu'on répète depuis tout à l'heure, mais la communication avec un partenaire, moi, c'est ça qui m'a débloqué le plus de trucs, qui m'a appris le plus de trucs, qui m'a permis d'explorer d'autres choses. Enfin, c'est en étant tout seul et avec un robot, j'aurais pas eu toutes ces expériences-là, quoi. C'est vraiment le fait de partager avec un autre humain, d'avoir quelqu'un de sensible, qui aime des choses, qui n'aime pas des choses, qui permet vraiment de découvrir. Soi aussi, en fait. Je dirais pareil, communication, parce que ça entraîne justement, comme tu disais, le lâcher prise, la confiance, être rassuré par l'autre et en même temps découvrir des choses. Et enfin, la communication, en fait, elle entraîne tout plein de bénéfices derrière, et sans la communication, je pense qu'on peut pas atteindre ces petits bénéfices derrière. Voilà. Moi, ça doit plus pour les jeunes hommes ou femmes qui regardent du porno aujourd'hui. N'en ayez pas tant honte que ça, c'est pas terrible, vous êtes comme plein d'autres, c'est normal. Par contre, éduquez-vous, renseignez-vous sur ce que c'est et détruisez cette image de déjà ce n'est pas la réalité évidemment, et renseignez-vous au maximum là-dessus. Ouais, carrément. Prendre du recul, ouais. On fera un épisode sur le porno. Même c'est nécessaire. Pour continuer, même je dirais utiliser votre imagination plutôt que le porno. Ouais. C'est quelque chose qui, je pense, pourra faire avancer beaucoup de personnes. Et pour finir, moi, je dirais du coup s'écouter, faire les choses dont on est prêt avec un partenaire et seul à faire, prendre du recul aussi sur la situation, ne se laisser pas emporter par l'envie de quelqu'un d'autre, mais du coup vraiment s'écouter, être conscient de ses limites et aller en chercher d'autres par envie et par désir personnel et dans la confiance d'un partenaire. Voilà. Franchement. Pourquoi on me les a pas donnés, ça? T'as un podcast plus tôt, toi. Ce sera pour les autres, tant mieux. Ouais, c'est vrai. Mais oui, de toute façon, je pense que l'idée, c'était aussi tu vois, les grandes idées à retenir, c'est quand même que la masturbation n'est évidemment pas honteuse. Ouais. Si tant est qu'on ait grandi avec ça, ou que par, j'en sais rien, moi, un retour d'un parent ou de quelqu'un dans la cour de récré, on ait pu nous faire ressentir ça, ce n'est pas honteux, c'est même super naturel, c'est même super utile pour apprendre à se connaître, trouver ses limites, comme tu dis. Trouver son désir, son plaisir, prendre du temps pour soi. Enfin, c'est même des moments, genre, quand t'es stressé, c'est cool, en fait. C'est des bons moments pour déstresser et pour se détendre. Et donc, je pense que moi, c'est un peu, si on retient ça, et effectivement, le rapport après que t'as aux images que tu utilises, c'est ok d'utiliser des images, de fantasmer, d'utiliser le porno si ça aide. L'essentiel, c'est de comprendre aussi ce qu'on regarde et pourquoi on le regarde. Ouais, carrément. Et voilà, je pense que moi, j'ai envie que ce soit ça qui soit retenu. Ouais, moi aussi. Non, je rejoins vraiment tout ce qui a été dit. Des fois, j'ai pas envie de répéter littéralement tout ce qui a été dit. Donc, non, je suis complètement d'accord et je trouve ça bien qu'on puisse en parler. Peut-être, oui, voilà, en parler autour de soi, ne pas rester seul, demander des conseils si on a besoin, en parler. Parce que être seul, je pense que c'est la pire grave.
les gars et les filles. Ouais, Parlez-en on entre peut- vous. ouais, on peut en parler. Démystifier Ça peut un peu le truc, là. énormément changer la chose, apprendre à se connaître, ça en dit long sur son corps, ça en dit long sur vraiment plein de choses. Et on parlait de références tout à l'heure. Je la cite tout le temps, Camille, elle va en avoir marre, mais bon. C'est vrai que moi, quand j'étais au lycée, je me souviens très bien. Ce qui avait été une révélation pour moi, c'est quand Camille, du coup, au Mont-Carmel, elle a créé le compte Je m'en bats le clito. Ça m'a changé la vie. Et alors, évidemment, vis-à-vis de la masturbation, mais vis-à-vis de mon corps, bon, là, du coup, vu que c'est une femme qui s'exprime, c'était des sujets, moi, qui me concernent, sur les pertes blanches, sur ci, sur ça, sur la sexualité, l'intimité, etc. Mais ça a changé ma vie, ça m'a enlevé tellement de honte de me dire qu'il y avait il y avait genre 500 000 femmes qui vivaient la même chose. Des pertes blanches de ci, de ça, de la masturbation. J'étais en mode waouh! Ouais, grave. Et c'était pas gênant, et elle est très drôle, et elle est super. Elle a fait un super bouquin qu'on mettra dans les ressources aussi, donc voilà, qui répond à plein de questions comme ça. Et en parler, c'est pour ça que là je parle du compte Je m'en bats le clito, c'est que du coup elle en parle, et c'est cette idée d'en parler autour de soi, de s'ouvrir et se dire putain, ok, je suis pas seule en fait. Donc ouais, parlez-en, et puis c'est cool quoi, on va pas diaboliser un truc qui fait du bien, c'est lunaire, on parle de plaisir en fait. Que c'est lunaire. Donc voilà. Et merci. on a une petite question rituelle à la fin, c'est de vous demander quelle est la musique, un titre, une musique qui vous inspire l'amour, le désir, et qui vous a touché à un moment ou à un autre, et que vous aimeriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent. Pour moi, je pense, paradoxalement, c'est I Love You and I Hate You. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si c'est le bon sens du titre. Moi, j'ai une en tête. I Hate You ou I Love You. Ouais, je crois que je connais. C'est de qui? Oui, j'ai pas de nom exact. Tu vas nous faire chercher. Et, mais du coup, c'est un peu une histoire amour-haine dans cette chanson, et je trouve que c'est un très beau titre qui du coup représente les complexités des relations amoureuses en général. Ouais. Voilà. Moi, je dirais que c'est un titre français, c'est Made in Paris, qui a fait Sexe assez récemment. Très équivoque, mais c'est des très très bons souvenirs. Et très simple, mais avec une prod qui toujours m'enflamme. Trop bien. Et en plus, il y a des souvenirs qui vont avec, donc du coup, ça nous donne envie d'écouter. Moi, ce serait L-Rar de Emma Peters, parce que je trouve que déjà, musicalement, c'est sur de la guitare, elle a une voix toute douce, et elle parle des doutes qu'elle peut avoir concernant la relation, des choses qu'elle ne dirait pas à sa partenaire, et des doutes que ce soit pas réciproque, etc. Et j'ai trouvé sa musique très, très touchante. Voilà. Merci. Moi, ça sera un son qui s'appelle On sera quoi de Wallace Cleaver. C'est un artiste que j'aime beaucoup, et dans cette musique, il parle d'un peu plusieurs facettes de l'amour, on va dire, où il y a plusieurs punchlines sur l'amour qu'il porte à sa petite sœur ou à ses sœurs, je crois. L'amour qui porte, mais avec doute, avec son compagnon, du coup. Je trouve ça très intéressant. Il y a plein d'images, et la musique est juste même trop bien. Elle est chill, et voire un peu déprimant parfois, mais c'est sympa. Les chansons d'amour, souvent, elles viennent toucher un peu absolument, ouais. les pires ruptures, créent des belles chansons. Ouais, ça va filer direct dans la playlist de La Chose Étrange. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Surtout sur un sujet qui n'était pas forcément facile. Donc merci de votre courage et de vos témoignages. Et à très vite pour un autre épisode de La Chose Étrange. Merci. Merci. C'est toujours le même problème, les cœurs, ça me fait vraiment mal. Non, je marche les oreilles. Comme c'est toujours mal ici en fait. Ouais, tout le temps. Ah ouais, à chaque fois, et Hotline c'était 2 heures, j'avais envie de mourir à chaque fois. Ah ouais, je te jure, j'étais en mode.